Journée mondiale de lutte contre le cancer, édition 2014 pour combattre les préjugés. La maladie pourrait faire 84 millions de morts d'ici 2015 si aucune mesure n'est prise, selon l'OMS. Ici au Mali, une visioconférence a été organisée entre Bamako et Paris. Les experts ont échangé sur le cas du cancer en Afrique en général et au Mali en particulier. En fin février, Bamako sera la capitale du tournoi de la paix, de l'amitié et de la solidarité. Pendant une semaine, 16 pays compétiront dans le football, le basketball, le tennis de table et l'athlétisme. Une initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports. Madame, Monsieur, bonsoir. Mardi 4 février, merci d'être avec nous sur l'ORTM. Et tout à l'heure, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu successivement en audience l'amiral Guillot, chef d'état-major des armées de la République française, et le couple musicien Amadou et Mariam. Nous proposerons au cours de ce journal le compte-rendu de ces audiences. Ce sera avec Garibou Pérou. En attendant, le Premier ministre Oumar Tatamli est à Bruxelles depuis hier. Sur place, il rencontrera les partenaires techniques et financiers du Mali en vue de faire le bilan des annonces d'aide au Mali pour la reconstruction et la consolidation de la paix. Rappelez-vous, plus de 1900 milliards de francs CFA, c'est le montant qui avait été promis par les partenaires à notre pays. Envoyés spéciaux à Bruxelles, Amadou Sankaré et Tchédje Kamara. 9 mois après la tenue de la conférence des donateurs pour le développement du Mali, le gouvernement et ses partenaires se retrouvent à Bruxelles pour faire le bilan des annonces faites. On se rappelle que sur une promesse de 1902 milliards de francs CFA, 1400 milliards ont fait l'objet d'accords de financement à ce jour et 767 milliards ont été décaissés en 2007, soit un taux de réalisation de 40%. Pour convaincre davantage les partenaires à mettre la main à la poche, le Premier ministre Oumar Tatamli a dans ses bagages des arguments solides. Il s'agit de la tenue par notre pays des élections présidentielles et législatives réussies. À quelques heures de la rencontre, le Premier ministre a eu une séance de travail avec les membres du gouvernement qui ont fait le déplacement de Bruxelles pour le dernier réglage. Une autre rencontre très attendue ici, c'est celle relative à la sécurité dans le Sahel. Une réunion qui aura lieu ce jeudi. Voilà donc retour ici au Mali. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés que la séance plénière ouverte le mercredi 22 janvier se poursuivra ce mercredi 5 février et jour suivant s'il y a lieu à partir de 15h dans la salle Modibo Keïta. L'ordre du jour porte sur l'examen et l'adoption du règlement intérieur. Le président s'est compté sur la présence effective des honorables députés. La séance est publique. En fin de séjour dans notre pays, la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies a animé un point de presse pour tirer le bilan de sa mission au Mali. C'était hier au siège de la MINUSMA. Dans une déclaration préliminaire lue devant les journalistes, la délégation a affirmé avoir détecté une volonté de la part des Maliens à aller vers les négociations. Allô, Séni Touré. Après avoir rencontré les autorités et les groupes armés, la délégation onusienne a relevé une volonté à la fois des pouvoirs publics et des groupes armés d'aller vers les négociations dans les plus brefs délais. Toutefois, les délégués des Nations Unies ont affirmé leur attachement au caractère inclusif des futures négociations et leur tenue au Mali. Au début de la négociation, il est tout à fait normal que les deux parties aient des demandes, je dirais, maximalistes. Au début, tout le monde pose les demandes maximalistes. Ensuite, on négocie. Et cela, je ne peux pas préjuger du cours de la négociation. Mais ce qui est le plus important, c'est d'abord le président de la République, dans des termes très émouvants et très forts, a affirmé sa volonté de réunifier, de réconcilier les Maliens. Et cela, ça ne m'a pas surpris. Mais aussi du côté des groupes armés, tous ont naturellement dit qu'ils se plaçaient dans le cadre de la l'unité du Mali. Et tous ont dit qu'ils voulaient négocier. Ensuite, eh bien, voilà, je dirais, ça va être la qualité, le génie des Maliens. Mais nous pensons au Conseil de sécurité qu'une négociation doit être sans précondition, mais également qu'elle doit se faire sur la base de ce qui a été déjà négocié et de ce qui a déjà porté des fruits, c'est-à-dire l'accord préliminaire de Ouagadougou.
Plus tard, le désarmement et le cantonnement devraient être rigoureusement menés. La délégation en appelle à une vigilance accrue de la part de tous pour éviter les surprises désagréables. Selon toujours le communiqué, le chef du gouvernement a transmis un document retraçant le processus devant conduire à ces pourparlers. Les Nations Unies encouragent le gouvernement à poursuivre le déploiement de l'administration pour offrir les services de base aux populations. Allons à présent à Koulouba, où le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu successivement en audience la Mariam. Le compte-rendu des audiences avec Garibou Pérou. Amiral Guyo arrive à Koulouba, sa destination. Il est venu faire le point de sa mission au président Ibrahim Boubacar Keïta. Il s'agit de la mission d'écoute de terrain qu'il a effectuée au nord du Mali. Il a tout d'abord traduit sa gratitude au président Keïta pour sa détermination à résoudre la crise malienne avant de préciser qu'une excellente Serval. Je suis venu informer du Mali de ce que j'ai vu auprès des troupes françaises, que je suis allé visiter à Gao et également dans leur état-major à Bamako, à côté de l'aéroport. Et je voulais lui faire part également de la coopération qui continue à s'améliorer entre la force Serval et les forces armées maliennes. Comme vous le savez, nous menons maintenant régulièrement des opérations en commun avec succès. Je crois que c'est une excellente nouvelle pour l'ensemble du Mali. Dernière personnalité reçue par le président de la République, le couple Amadou et Mariam. Les artistes de renommée internationale ont indiqué que leur entretien avec le président Keïta a porté sur un certain nombre de problèmes auxquels les artistes maliens sont confrontés. Comme dans ces pays-là, les artistes ont beaucoup de problèmes. Donc parler de la fédération et essayer de voir ce qu'on peut faire pour le développement de la culture, pour mettre les artistes dans les bonnes conditions et pour qu'on puisse faire de façon à ce qu'ils puissent avoir des textes pour lutter contre la piraterie, pour que les artistes puissent vivre mieux surtout. Le chantier de réforme du secteur politique, économique, social et culturel est ouvert. Il faut donc une mise en commun des intelligences pour une contribution de qualité à la paix et à la sécurité nationale. Auparavant, le président Keïta et Amiral Guyo ont chacun reçu de l'autre un tableau, l'un symbolisant l'hospitalité malienne à travers un portail et l'autre l'intervention française au Mali à travers des avions de guerre décollés depuis la France. Les deux œuvres expliquent l'excellente coopération qui existe entre nos deux pays. Le ministre de l'administration territoriale sous la Lune, chargé de la fixation des dates officielles des fêtes musulmanes et du début du mois de Ramadan, informe la communauté musulmane que le mois lunaire Rabiou Sani ou la série Folor a débuté au Mali le samedi 1er février 2014. Au des collectivités organisées par le ministère de l'Environnement et de l'Assainissement. Il sera question de changement climatique. Il s'agira de renforcer les capacités des acteurs concernés dans la lutte contre les changements climatiques. Le reportage du Daouda Sidiki Diarra. Protection de l'environnement. Les élus des collectivités engagent une lutte sans merci contre les questions de changement climatique. Cet atelier qui est organisé à leur intention par le ministère de l'Environnement et de l'Assainissement est un grand pas dans la sensibilisation et le renforcement des capacités de ces acteurs politiques. Le Haut Conseil des collectivités, en sa qualité de représentation nationale des collectivités territoriales, se révèle-t-il l'interface la mieux appropriée pour plaider auprès des autorités en faveur de la prise en compte des changements climatiques dans les politiques et programmes de développement. Il en assurera également le portage par les populations plus que jamais exposées aux conséquences nuisibles de ces dangers. C'est pourquoi j'engage l'ensemble des conseillers nationaux et des collectivités territoriales du Mali à ne ménager aucun effort pour amoindrir les effets de ces cycles de dégradation sans précédent que subit notre cadre de vie.
Selon des études menées sur les scénarios climatiques au Mali, on s'attend à une augmentation des températures, ce qui va occasionner une baisse des précipitations, toutes choses qui ont des effets négatifs sur le développement socio-économique de notre pays, notamment l'agriculture, l'énergie, les ressources en eau et les infrastructures. Notre pays, face à cette détérioration de son potentiel de production, a posé un certain nombre de jalons parmi lesquels on peut citer la signature du protocole de Kyoto le 2 janvier 1999 et sa ratification le 11 février 2002. L'élaboration de 2 communications nationales sur le changement climatique, la désignation du point focal du changement climatique Mali, la mise en place d'une autorité nationale désignée, du mécanisme pour le développement propre en 2003, la mise en œuvre d'un certain nombre de projets sur le changement climatique. Le Haut Conseil des collectivités, à travers son président, s'est dit prêt à accompagner les autorités maliennes pour faire de la lutte contre les changements climatiques un vecteur de développement durable. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer. Au Mali, une visioconférence a été organisée entre Bamako et Paris. Les chercheurs et médecins ont échangé sur le thème « Les enjeux de la prise en charge des cancers en Afrique et en particulier au Mali ». Le reportage de Nyanya Alou Traoré. 586, c'est le nombre de nouveaux cas de cancer détectés au Mali courant 2013. Soit une augmentation de 12% comparée à l'année 2008. Le cancer gangrène non seulement nos foyers, mais il s'installe de plus en plus confortablement dans notre quotidien si rien n'est fait. Ce 4 février, institué Journée internationale de lutte contre le cancer, se veut un rappel. Rappel sur les dommages que peut causer la maladie et enfin rappel sur ce qui peut être fait et doit être fait urgemment. Quand on prend les hémopathies Mali, l'ensemble des cancers du sang, on voit qu'à peu près, nous avons 50 000 nouveaux cas en Afrique subsaharienne. À peu près 80% qui décèdent. Donc ça veut dire problème de diagnostic précis et surtout problème de thérapeutique parce qu'on n'a pas accès à certains traitements. Thème principal, les enjeux de la prise en charge des cancers en Afrique et en particulier au Mali. À la matière, les statistiques sont assez éloquentes. Tenez-vous bien. Notre continent constitue un foyer et ce sont les femmes qui payent le plus lourd tribut de ce mal non transmissible. Quant aux hommes, ils sont victimes fréquemment du cancer de la prostate. Pour le cancer chez les femmes, le col, en faisant la comparaison entre les 10 premières années et les 10 dernières années, nous voyons que ça augmente. Et pour le cancer du sein aussi, c'est pareil, mais pour le cancer du foie, nous constatons une régression, n'est-ce pas, de ce cancer. Nous voyons ici une chute vraiment du nombre de cancers du foie pendant les 10 dernières années. Et pour la prostate aussi, qui occupait le 4e rang, nous constatons maintenant que le cancer de la prostate occupe le 2e rang chez les hommes. Le mal existe, hélas. Pour y arriver, 3 solutions clés sont proposées. La prévention, le diagnostic, puis le traitement. Pour atteindre ces 3 objectifs, la conférence a proposé la formation et la transmission du personnel de santé aux nouvelles technologies, l'organisation de grandes campagnes de sensibilisation, plus d'engagement des États dans le processus de lutte et enfin développer l'approche iPad. Un tour dans le monde sportif. Du 20 au 28 février prochain, Bamako abritera le tournoi de la paix, de l'amitié et de la solidarité. Pendant une semaine, 16 pays s'affronteront dans 4 disciplines, le football, le basketball, le tennis de table et l'athlétisme. Organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports, le tournoi nécessitera la somme de 300 millions de francs CFA. Le lancement du tournoi, c'est avec Abdul Karim Kaba. 4 disciplines à savoir le football, le basketball, le tennis de table et l'athlétisme ont été choisis pour marquer le retour du Mali à l'échelle continentale et même mondiale. Tel est l'objectif de ce tournoi de la paix, de l'amitié et de la solidarité. Pendant une semaine, Bamako en Bon-Djatigi accueillera 13 pays africains, plus la France, les Pays-Bas pour l'Europe et la Chine pour l'Asie. Le pouvoir du sport est utilisé pour la promotion de la paix, de l'amitié et de la solidarité. Nous avons connu des périodes assez difficiles, assez troubles dans l'histoire de notre pays.
et que maintenant, grâce à l'effort conjugué et de la communauté internationale et des communautés nationales, nous commençons à émerger. Et me référant au préambule de l'acte constitutif de l'UNESCO qui dit que les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être érigées les défenses de la paix. Nous nous sommes dit qu'il fallait inventer une activité qui soit pas de la fête uniquement, mais du sport associé à la fête, à la réjouissance, dans l'esprit de la trêve, comme pour dire au monde entier, ça y est, le Mali retrouve ses marques. Organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports, le tournoi coûtera la bagatelle de 392 millions de francs CFA. Il sera financé par le budget national et les sponsors. Nous avons ciblé tous les pays, effectivement, aider le Mali pendant la période de crise et continuer aussi à assister le Mali. Il n'y a pas de critères spécifiques par rapport au choix des disciplines. Nous avons juste invité l'ensemble des pays. Nous comptons sur le budget national, sur les sponsors, en l'occurrence le sponsor officiel, et aussi bien les partenaires qui pourront nous assister. Ce tournoi multidisciplinaire de football, de basketball, du tennis de table et de l'athlétisme verra la participation de 834 personnes du 20 au 28 février prochain. C'est là pour une semaine de fêtes et de sport pour la paix. Sur invitation du collège Horizon de Bamako, le ministre de l'Éducation nationale a effectué du 27 janvier au 3 février une visite de travail et d'échange en Turquie. Ce séjour a permis à Mme Togola Jacqueline Marinana de visiter de nombreuses infrastructures dans les villes de Gaziantep et d'Istanbul et d'échanger avec les autorités et hommes d'affaires sur le fonctionnement de nos deux systèmes éducatifs nationaux qui, selon le ministre de l'Éducation, présentent de nombreuses similitudes. Cette visite a été l'occasion de mettre l'accent sur la valeur ajoutée de cette coopération turco-malienne en matière d'éducation que Mme Togola Jacqueline Marinana a qualifiée d'un moyen de plus pour réaliser le développement en permettant de réfléchir ensemble à la manière d'accroître la coopération au développement au-delà des projets envisagés, le développement des partenariats académiques entre le Mali et la Turquie permettra d'intensifier les rapprochements entre nos départements chargés de l'éducation, nos établissements scolaires, ainsi que la conduite de projets communs. Il devrait se traduire à terme par des transferts de compétences et de technologies qui permettent un développement à long terme. Un incendie s'est produit au marché de Médine. C'était hier soir. Les dégâts matériels sont importants, mais fort heureusement, aucune perte en vie humaine. Le ministre du Commerce s'est rendu sur les lieux. Il a été suivi par Isaac Thénou, dont voici le reportage. Le ministre du Commerce et plusieurs autres personnalités sont venus de Médine. Un incendie qui a ravagé plusieurs kiosques de vente de divers articles. Cet autre sinistre interpelle plus d'un. Au-delà de l'ampleur du désastre, l'urgence du côté des commerçants comme du côté des pouvoirs publics de trouver des solutions définitives à cette répétition inacceptable des sinistres dans les marchés. Fondamental de repenser nos équipements marchands. Si les causes de cet incendie ne sont encore connues, il est plus que temps de penser à la modernisation des marchés de Bamako. Un secouriste, capable soit-il, si vous n'avez pas accès à un incendie, vous ne pourrez rien faire. C'est le problème essentiel auquel on a été confronté pour venir à bout de ce sinistre, qui malheureusement, on pouvait le gérer en 30 minutes. Mais on a fait combien de temps? Plus de 3 heures de temps. Le ministre du Commerce, Abdelkarim Konaté, a aussi apporté pour que de pareils sinistres ne se reproduisent plus. Nous sommes arrivés pour exprimer aux victimes la solidarité et le soutien du président de la République et des membres du gouvernement. Et par la grâce de Dieu, nous ne déplorons aucune perte en vie humaine. Cependant, les dégâts matériels sont très très importants. Depuis un certain temps, une commission est déjà à pied d'œuvre au niveau du département, composée des cadres de plusieurs départements ministériels, des élus, des responsables communaux,
Cette commission réfléchit présentement sur la problématique des incendies dans nos marchés. Ce qui est sûr, le marché de Médine, tout comme plusieurs autres espaces commerciaux, mérite une véritable métamorphose, d'où la nécessité des réels changements de comportement et des sacrifices à tous les niveaux. Oui, tout à fait. Agriculture, nous vous annoncions hier qu'une délégation égyptienne s'est rendue dans le périmètre irrigué de Farabana, la commune rurale du Mandé. C'était pour voir la faisabilité de sa mise en valeur. Il semblerait que ce soit en bonne voie. Les Égyptiens et les responsables de l'OHVN ont signé un mémorandum rural. Reportage de Nando Dambeli. 2 signatures pour un symbole qui consolide les bons rapports de coopération entre le Mali et l'Égypte. Le mémorandum qui vient d'être signé est un signal fort de la politique d'échange d'expériences et de technologies entre le Mali et l'Égypte en matière de recherche agronomique. Par ce geste, la partie égyptienne s'engage à réaliser une ferme moderne dans le périmètre irrigué de Farabana dans la commune du Mandé, laquelle apportera une activité traditionnelle. Bientôt, un pôle de centralisation pour les mangues et la pomme de terre sera ouvert à Sikasso. L'infrastructure réalisée pour 2 milliards de francs CFA est le fruit du partenariat gouvernement-Banque mondiale à travers le PCDA. L'infrastructure en voie d'achèvement a été visitée ce lundi par les acteurs. Reportage de Daouda Diakité. Situé sur l'ancienne zone aéroportière, les pôles de centralisation de la mangue et de la pomme de terre de Sikasso, objet de cette visite guidée, sont bâtis sur une superficie de 2,5 hectares. Ils sont composés chacun d'un bloc administratif, de conservation et des magasins dont les capacités sont respectivement de 20 à 40 tonnes jour pour la pomme de terre et 40 à 66 tonnes pour la mangue. Fruit du partenariat entre le gouvernement du Mali et la Banque mondiale à travers le programme Compétitivité et Diversification agricole PCDA, les infrastructures auront coûté près de 2 milliards de francs CFA. Cette visite guidée a pour objectif de permettre à ces acteurs de filière de prendre contact avec les infrastructures, de s'en approprier dans les jours à venir. Occasion donc pour les responsables des filières concernées de remercier les partenaires de la Banque mondiale et l'équipe du programme de compétitivité et de diversification agricole pour cette initiative. Je pense que c'est une infrastructure qui va permettre encore une fois de plus de booster également cette filière pour atteindre réellement ses objectifs dans le développement socio-économique de la région. Cette infrastructure va nous permettre d'initier le stockage de la production pour une période, pendant la période de surabondance, pour la remettre sur le marché pendant la période de déficit. L'inauguration officielle des infrastructures devra intervenir avant l'ouverture des campagnes prochaines. Dans la même lancée, la coopérative des femmes de Kenyeba Sekuluton a organisé la semaine dernière une séance de démonstration de fabrication du beurre de karité. C'était pour montrer son savoir-faire aux partenaires et demander l'appui de ceux-ci pour développer ses activités de fabrication et de commercialisation du beurre de karité. De Kaï, la correspondance de Mahamadi Aloubari. C'est en janvier 2012 que la coopérative des femmes de Kenyeba, Sekuluton, a vu le jour avec comme objectif de valoriser les produits de cueillette, notamment le karité. Sa principale activité est donc la fabrication et la commercialisation du beurre de karité afin d'améliorer les conditions de vie de ses membres. Pour célébrer le 2e anniversaire de sa création, la coopérative a organisé une séance de démonstration de fabrication du beurre de karité. À ses débuts, la coopérative bénéficiait de l'appui du corps de la paix. Mais cet appui a été arrêté après l'éclatement de la crise, d'où cet appel de la marraine de la coopérative. En effet, la coopérative est confrontée à des difficultés, notamment le manque de moulins appropriés, l'inexistence de magasins de stockage, le manque de fonds de roulement, le manque de formation des femmes productrices du beurre de karité.
En 5e région, une délégation du ministère allemand des Affaires étrangères, en partenariat avec Caritas Allemagne et Indamali, a rendu visite aux autorités régionales de Mopti. Une mission qui s'inscrit dans le cadre du forum Dialogue communautaire pour la réconciliation. Les précisions de Mahamar Ibrahim Touré. Plusieurs temps forts ont marqué la visite de la délégation allemande BMZ en 5e région sous l'égide de Enda Mali. Il s'agit de la rencontre avec les autorités régionales, les 15 membres de la commission communale de réconciliation de Konna et tous les acteurs au développement présents au forum de réconciliation. La rencontre a fait ressortir les activités menées et les perspectives. Il y a d'autres programmes en perspective. On doit aussi former des gens dans des activités économiques. Il faut trouver la solution alimentaire. Il faut trouver la solution de l'emploi, il faut trouver la solution des commerçants aussi qui ont perdu beaucoup de choses. Ils ont posé sur la table donc, leurs préoccupations, les problèmes de la commune et après tout, ils vont faire des résolutions qu'on va analyser ensemble pour voir dans quelle mesure on pourrait apporter aussi des soutiens. La coopération Mali-Allemagne qui dure depuis plusieurs années s'articule autour du processus de décentralisation, la coopération secteur eau et l'appui aux groupes cibles victimes de la crise. C'est pourquoi la délégation était à l'écoute des élus. On a discuté avec le comité de la réconciliation. Nous avons appris que sont les nécessités, que sont les besoins les plus prioritaires après la crise. Nous avons réservé des fonds dans notre budget allemand pour le développement pour réagir à cette situation après la crise et on va prendre les décisions pour appuyer les gens ici. Les autres Allemands ont visité les lieux bombardés à Konna. En 2e région, lancement à Koulikoro du programme d'urgence sur les filets sociaux dénommé Djigui-Semeiri. Il a été question des axes prioritaires du programme qui va permettre de lutter contre l'insécurité alimentaire. Il est financé à hauteur de 35 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Brima Kone. Les ménages en pauvreté chronique et en vulnérabilité de la région de Koulikoro peuvent se réjouir du soutien constant du gouvernement du Mali. Un des instruments les plus adéquats pour établir les piliers d'un système national de filets sociaux vient d'être institué. Il s'appelle Programme d'urgence sur les filets sociaux ou encore Djigui-Semeiri et va couvrir 9113 ménages issus de 11 communes ciblées dans les cercles de Nara, Kolokani et Dioula. Djigui-Semeiri, comme son nom l'indique, est un programme destiné aux ménages pauvres et qui sont vulnérables. Donc c'est un programme qui a 3 composantes. Une composante transfert monétaire aux ménages pauvres et vulnérables. Et une composante de mise en place d'un système de filets sociaux. Et une composante de gestion du programme. L'identification des bénéficiaires constitue une des étapes les plus importantes dans la mise en œuvre des activités du programme. Elle nécessite une bonne approche pour cibler les ménages les plus vulnérables des communes concernées et garantir les impacts recherchés. Je voudrais rassurer les membres de l'unité technique de gestion de l'entière disponibilité de nos structures non seulement à s'approprier des composantes du programme, mais aussi à ne ménager aucun effort pour l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés. Le programme Djigui-Semeiri met en œuvre des activités d'accompagnement sur les thèmes prioritaires dans les domaines de la nutrition, de la santé, de la reproduction, de l'éducation, de l'épargne et de l'économie familiale. Il s'agit maintenant d'identifier les familles qui sont très démunies et de donner un montant de 10 000 francs par mois à chaque ménage. L'argent est payé par trimestre et pendant 3 ans. Le programme sur les filets sociaux est financé à 35 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Actualité internationale, le procès de Pascal Simbikagwa, un Rwandais présumé génocidaire, s'est ouvert ce mardi à Paris. Il est accusé de complicité de génocide et de crimes contre l'humanité. Pascal Simbikagwa a été arrêté en 2008 à Mayotte, où il vivait sous un faux nom. Ce procès a pu se tenir grâce à la persévérance de l'ONG Collectif des partis civils pour le Rwanda. Attention, certaines images de ce reportage peuvent choquer les personnes sensibles.
20 ans, c'est long, c'est le temps qu'il aura fallu pour organiser le premier procès d'un présumé génocidaire rwandais en France. L'ouverture s'est tenue ce mardi à la Cour d'appel de Paris. Il n'aurait pu avoir lieu sans l'action d'ONG comme le collectif des partis civils pour le Rwanda, qui participe depuis de nombreuses années à la traque des auteurs du génocide de 1994. J'espère surtout que ce procès sera le premier d'une très longue série, parce que nous avons déjà déposé environ 25 plaintes, que nous en préparons d'autres, et il ne faudrait pas quand même que ça prenne une trentaine d'années. L'accusé, le voici en 2008 à Mayotte, alors qu'il vient d'être arrêté pour falsification d'identité. David Safari s'avère être le capitaine Pascal Simbikangwa, proche de l'ex-président rwandais Juvenal Habyarimana, et soupçonné d'avoir joué un rôle actif pendant la préparation et l'exécution du génocide. Le voilà aujourd'hui dans le box des accusés, après une longue instruction menée par le pôle crime contre l'humanité du parquet de Paris. Âgé de 54 ans, paraplégique suite à un accident de la route, il nie les faits qui lui sont reprochés et ses avocats commis d'office estiment qu'ils n'ont pas eu les moyens de le défendre. La défense a déposé des conclusions de nullité parce qu'elle considère qu'il y a une inégalité des armes flagrante entre le parquet, la défense et les parties civiles. Les faits tels qu'énoncés par le président du tribunal, Olivier Leurent, portent principalement sur l'organisation de barrages pendant le génocide de 1994 et la distribution d'armes aux miliciens interamoués. Ces faits reposent sur une trentaine de témoignages dont il reviendra au juré d'assises d'établir s'ils constituent ou non des preuves irréfutables de la culpabilité de Pascal Simbikangwa. Retour sur le continent. En Guinée, après plus de 5 ans, l'Union européenne signe son retour dans le pays par le financement de plusieurs projets. La tenue des élections législatives en Guinée constituait le dernier jalon de la feuille de route établie par l'UE pour la reprise de sa coopération. L'UE vient donc de débloquer 140 millions d'euros pour financer la réalisation d'infrastructures, l'agriculture, l'éducation, entre autres. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour l'économie guinéenne, à bout de souffle depuis un peu plus de 5 ans. Les 140 millions d'euros débloqués par la Commission européenne visent à soutenir le développement dans le pays. La plus grosse partie de l'enveloppe, à savoir 83 millions d'euros, est consacrée à la réalisation d'infrastructures routières. L'objectif, c'est de désenclaver les zones de production, une des priorités du nouveau gouvernement guinéen. L'État a l'obligation d'investir et de réaliser les infrastructures de base que sont, entre autres, les voies de communication fiables, l'énergie électrique nécessaire aux activités de production, ainsi que le soutien au secteur agricole, sanitaire et scolaire. Le déblocage des fonds par Bruxelles marque la reprise complète de sa coopération avec Conakry. Cette reprise intervient 4 mois après les élections législatives, un scrutin dont l'Union européenne avait fait du bon déroulement la condition sine qua non pour son retour en Guinée. Avec la finalisation de la transition couronnée par l'organisation des élections législatives, nous avons signé la reprise totale avec l'Union européenne. L'Union européenne avait gelé sa coopération avec la Guinée fin 2008, suite au coup d'État du capitaine Moussa Dadis Camara, qui avait ordonné dans la foulée la dissolution de l'Assemblée nationale. La reprise de cette coopération est sans doute un succès politique pour le chef de l'État Alpha Condé, à un peu plus d'1 an et demi de l'élection présidentielle. Sur le continent, avec l'essentiel de l'actualité en bref et en images. Dans sa lutte contre le trafic clandestin, le Togo vient de saisir 2 tonnes d'ivoire sur des trafiquants. En Afrique du Sud, Nelson Mandela a laissé un héritage de 3 millions d'euros à partager entre la famille, son parti et des écoles. Et tout de suite, premier arrêt en Centrafrique où le calme semble revenu malgré qu'encore quelques règlements de compte. La situation sécuritaire à Bangui s'est progressivement améliorée, malgré des explosions de violence sporadiques et des règlements de compte quotidiens entre chrétiens et musulmans. C'est ce qu'a déclaré hier le chef d'état-major des armées françaises, l'amiral Édouard Guillot, lors d'une visite aux soldats de l'opération Sangaris. L'amiral reconnaît toutefois que la province, où une grande partie des combattants sénégalais s'est repliée, reste largement hors de contrôle.
Le testament de Nelson Mandela a été dévoilé hier au siège de sa fondation à Johannesburg par un juge de la Cour suprême sud-africaine. L'icône de la lutte anti-apartheid laisse une fortune de 3 millions d'euros en héritage qui sera réparti entre sa famille, son parti, le Congrès national africain, ses employés et 6 écoles qui lui tenaient particulièrement à cœur. Le partage de la succession a été accepté par la famille. Il n'y aurait pour l'instant aucune contestation. La police togolaise a effectué hier une nouvelle saisie de 2 tonnes d'ivoire au port de Lemay. En une semaine, les policiers togolais ont mis la main sur 4 tonnes d'ivoire dissimulées dans des conteneurs chargés de bois en partance pour le Vietnam. Un Vietnamien et 2 Togolais ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête. Le trafic d'ivoire a pris de l'ampleur ces dernières années en Afrique de l'Ouest en raison d'une forte demande au Moyen-Orient et en Asie. Tour à l'actualité nationale, un mot de culture. La ville de Ségou vibre au rythme du festival Solo Niger à quelques heures de la rencontre. Les petits commerces s'ouvrent dans la ville et les invités sont en train d'arriver sur place, y compris nos envoyés spéciaux. Et les organisateurs procèdent au dernier réglage sur les sites qui doivent accueillir les manifestations. Cheikh Oumar Sangari. La fête s'est fait sentir dans la ville de Ségou à travers drapeaux, banderoles de bienvenue et autres mouvements d'animation. À cette veille du démarrage du festival sur le Niger, les affaires s'adaptent à la situation de post-crise dans laquelle se tient cette 10e édition. Comme il n'y a pas eu de festival, on n'avait pas tellement, et puis avec la crise, on a essayé de faire des trucs comme ça, rien que des trucs qui peuvent plaire à nos frères africains, voilà, juste pour avoir un peu et pour s'en sortir. Sinon, notre base, c'est le tourisme. Ici, les festivaliers sont accueillis et orientés. Les différentes sous-commissions de l'organisation sont mobilisées et des figures emblématiques de la musique africaine sont annoncées. Tous les sites qui doivent abriter des activités du festival sont fin prêts. Qu'est-ce que cette édition réserve? Plein de choses, à commencer par la promotion artistique avec des têtes d'affiche comme Salif Keita, Sekou Sek, Ségou Babamino et des stars de la sous-région. Et je pense que ça va être un moment unique en matière de musique. Les activités du festival sur le Niger débutent demain avec l'ouverture du colloque international de Ségou sur la renaissance africaine, enjeux et perspectives. Comme d'habitude, l'ORTM a dépêché plusieurs équipes de reportage pour couvrir cet événement culturel d'une grande importance. Le festival s'ouvre demain. Festival au désert, soirée nostalgique à Bobo-Dioulasso, capitale économique du Burkina Faso. Le concert de réconfort des réfugiés maliens s'est transformé en populaire. La caravane de la paix et de la réconciliation a fait escale dans la plus malienne des villes burkinabées avec des groupes tels que les Voix du Mali, Amanar et Génération Tararagalt du Maroc. Le récit de notre envoyé spécial au Burkina Faso, Moïse Traoré. Les Bobos et les Djoula étaient séparés par le marigot Oué. Un conteur nous rappelle que c'est pour sceller leur union que le colon a préféré baptiser la cité Bobo-Dioulasso au pays des 2 groupes ethniques. La plus malienne des villes burkinabées compte aujourd'hui près de 900 000 habitants. Il y a des difficultés parce que ça fait 2 ans, les gens ne font rien, on ne travaille pas. Donc on vit avec nos économies qu'on a amenées du pays. Si on veut la paix, il faut vraiment prendre le mal par ses racines. Il faut décortiquer ce problème. Il faut se poser les questions. Pourquoi à chaque fois ces problèmes, à tous les 5 ans, à tous les 10 ans, ce problème ressurgit? Je suis venu chercher avec ma musique les fils du pays qui aiment le pays. Et j'en ai eu des gens qui ont la volonté de revenir. La caravane de la paix revient de Lango, près de Zignaré, après le camp de Mentao et Djibo. J'ai vu un vieux, un conseiller de cercle de Tombouctou. Quand il m'a vu, il a pleuré. Il est prêt à partir. Qu'il veut bien aller au Mali. Que ta famille veut bien aller. Mais ce monde-là qu'il a, comment il va l'amener? Il n'a pas les moyens de retourner. Nous pouvons entreprendre une caravane aussi pour montrer
Les peuples se comprennent, quand le peuple se frotte, quand le peuple, il y a brassage entre les peuples, il ne peut jamais avoir de mésentente, il ne peut pas avoir de problèmes entre les peuples. Bientôt, c'est la semaine nationale de la culture du Burkina Faso et le Mali a toujours été présent. Dans la capitale provinciale des Hauts-Bassins, le show est assuré par le groupe marocain Génération Taragalt, les Voix du Mali, mais aussi les Kidalois de Bamako à Manar. Et voilà qu'à 1h du matin, le concert se transforme en bal populaire. Finale en apothéose pour la caravane de la paix. Une belle soirée. Retour au Mali, retour également dans le sport. Nous parlons football. Fin de la 7e journée du championnat national. Le Debo Club de Mopti enregistre sa première victoire de la saison en battant 3-2 l'AS El Ouidja. Le match phare de cette journée, lui, a été remporté par le Dieu qui s'est imposé 2-0 devant l'AS Real de Bamako. Les deux rencontres se sont jouées au stade omnisport Modibo Keita. Le point, c'est avec Al Jumatina. Ce match contre le Djoliba Athletic Club était un véritable test grandeur nature pour l'AS Real avant sa rencontre de samedi au Maroc en tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Après une belle entame des parties sans réussite, le Real se fera surprendre à la 27e minute par la ligne offensive du Djoliba AC. Idrissa Malek Traoré met sur orbite Amara Mali qui ouvre le score. 1-0 à la pause. Les Scorpions, qui ne s'avouent pas vaincus, vont avoir la balle d'égalisation à la 77e minute. Mais Moussa Kone Kofi rate la cible. Cette énorme occasion manquée aura le mérite de galvaniser les Rouges de Bamako qui vont tuer le suspense à la 79e minute. Encore Amara Mali va marquer, cette fois-ci de la tête. 2-0, le Djoliba Athletic Club gagne le match au sommet de la 7e journée. Le match a été très important pour nous, pour la suite, parce que c'est ça qui va nous ouvrir un peu la porte pour aller de l'avant dans le reste du championnat. Honnêtement, nous avons fait le match qu'il fallait faire, mais bon, c'est des détails qui ont manqué, parce que quand vous créez des occasions de but pour y revenir dans le jeu et vous ne le faites pas, je pense que contre une équipe comme le Djoliba, c'est aussi compliqué. Je pense que techniquement, on aurait dû gagner ce match-là, honnêtement, et on avait la maîtrise technique et tout ça, et je pense que ça s'est joué sur le détail. À l'issue de cette journée, les Rouges de Bamako sont leaders avec 18 points plus 8. Suivi du Stade Malien de Bamako également 18 points, mais plus 7 au niveau du goal average. Passons au duel des promus entre AS El Ouidja d'Aguelhok de Kidal et le Debo Club de Mopti. Au terme des 90 minutes, c'est le Debo en jaune qui s'en est finalement tiré d'affaire, en l'emportant 3-2. Si le Debo avec 4 points peut encore entretenir l'espoir de rester en Ligue 1, en revanche, ça sent la division inférieure pour AS El Ouidja d'Aguelhok qui n'a que 3 points. Un rendez-vous après ce journal cybernétique. Ibrahima Traoré et son équipe vous proposent des reportages inédits, mais aussi les traditionnelles rubriques de l'émission comme Cyber News et l'invité du mois. Cybernétique à suivre donc tout après ce journal. Cette triste nouvelle, Hassan Guindo, commandeur de l'Ordre national, n'est plus. Il a été arraché à l'affection des parents, amis et anciens collaborateurs à l'âge de 83 ans. Un dernier hommage lui a été rendu ce matin en présence du chef de l'État. Il repose désormais au cimetière de Sotuba. Lamine Keita. Il y a beaucoup plus de passagers maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui voyagent. On peut toujours, l'intérieur en tout cas a toujours répondu d'une façon correcte aux besoins d'Air Mali. Hassan Guindo est né le 2 janvier 1931 à Badjangara. Après l'école régionale de San et Jean-Louis Momo de Bamako, il obtint le certificat d'études primaires élémentaires en 1945. Il intégra l'école Terrasson de Fougères, actuel lycée Aska Mohamed. Sa riche carrière débuta après l'école Terrasson de Fougères, notamment comme responsable au ministère des Transports. Il a été le premier directeur de la compagnie Air Mali de 1961 à 1967, ambassadeur du Mali en Chine, puis directeur administratif de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal à Dakar et à Manantali où il prit sa retraite. Ses amis et anciens collaborateurs retiennent de lui un homme intègre. Il a été de tous les combats qui ont été menés dans ce pays depuis le début de la lutte politique. Il était à la pointe de ce combat-là. Il fait partie de ceux qui ont été les premiers à créer le Conseil de la jeunesse d'Afrique
Il a été notre premier directeur malien d'Air Mali. Nous avons travaillé ensemble 2 ans passés. Il a été très correct avec nous, il nous a bien dirigés. Nous avons vraiment eu toujours satisfaction, même après la retraite. Le président de la République a salué la mémoire du pionnier de l'indépendance. Nous venons de perdre encore un grand du Mali, un des pionniers de l'indépendance, un des jeunes pionniers de l'indépendance. Hassan Guindo, c'était la jeunesse flamboyante de l'USRDA, dynamique, la confiance pleine et entière du président Modibo Keïta. Et à ces jeunes, investir cette confiance, il s'est vu confier des missions de fondation, ainsi pour Air Mali. Il a brillamment réussi cette mission-là, de faire d'Air Mali la première compagnie après Ethiopian Airlines, fondée par un État africain indépendant, géré par les nationaux de ce pays, des équipages de ce pays, au point que l'on raconte, c'est la légende d'Air Mali, que lorsque le premier vol d'Air Mali s'est posé à Brazzaville, certains se sont demandé s'il n'y avait pas un équipage blanc derrière dans l'avion. Cet homme, on l'a conduit aujourd'hui à sa dernière demeure, a été ensuite jeune ambassadeur à Beijing, a côtoyé les plus grands, Zhou Enlai, Mao Zedong, et un grand militant dans l'âme, un grand travailleur, un grand patriote. C'est cet homme-là que nous avons conduit aujourd'hui à sa dernière demeure. Sur un rapport purement familial, personnel, c'était un oncle à moi, en même temps un aîné. Son jeune frère, Boubacar Guindo, ayant été mon plus que frère depuis l'enfance. Voisinage également à Médine. Beaucoup ne le savent pas, je suis là à rue 14 à Mennecroix. Tout cela fonde des relations particulières qu'il me tenait à cœur aujourd'hui de venir honorer. Et surtout en le nom de la République du Mali, qui perd un de ses enfants les plus valeureux. Hassan Guindo laisse derrière lui une veuve et 9 enfants, d'ores en paix. Que la terre lui soit légère. Amen. Merci à vous et bonsoir.